Allez, c'est parti, on réfléchit pas. Il y a des gens qui m'ont dit que quand je montrais des livres à la caméra, on les voyait pas. C'est des questions d'éclairage. Si, vous le voyez. Non. Ça s'appelle Vie de poète par Robert Walser. Euh, on est à Genève, mais il m'est arrivé un drôle de coup. C'était dans la vidéo d'hier soir. À peine on arrive à la gare, on nous amène ici face à ce grand machin de parc d'expo où il y a le salon du livre. Donc voilà tout ce que j'aurais vu de Genève comme paysage. Mais c'est très beau, non, cette géométrie. La chambre de l'hôtel est bien, je la montre aussi dans ma vidéo. Et j'ai dit que comme j'étais 4 jours parti, j'allais faire une sorte de journal quotidien. J'en crève d'envie de passer à la vidéo quotidienne. Toute la journée ce matin, j'ai fait mon intervention là dans le salon. Je suis resté un moment après, c'était bien. On a déjeuné avec un copain, Nicolas Gary, d'actualité. Mais en même temps, c'est un peu triste ces débats qui sont limités au livre. En ce moment, ce qui nous concerne, c'est pas tellement le passage du livre au livre numérique, c'est qu'est-ce qu'on invente comme récit sur le web. Qu'est-ce que c'est l'auteur aujourd'hui dans ces choses qui associent parole, image, ce travail comme ça du temps. Qu'est-ce qu'on publie? Qu'est-ce que c'est la publication quand on publie, là, comme je vais le faire, comme je suis en train de le faire, un morceau de temps avec littérature incluse. C'est ça qui me travaille et je pense qu'on est en train de mettre pas mal les pierres ensemble qui concernent tout ça. Donc voilà, au lieu, c'était un petit peu triste pour que je reste. Ça fait rien, les images du salon, ce soir je les montrerai, et puis je les mettrai dans la vidéo de demain. Et puis celle d'aujourd'hui, ce sera quoi? Eh ben, j'avais quand même mis un livre dans mon sac. C'est une vieille tradition, un petit rituel quand je viens en Suisse, j'y viens souvent. On a des amours comme ça pour la littérature, non pas québécoise parce qu'elle n'est pas québécoise. C'est Gabrielle Roy, une grande écrivain pour moi universelle, mais elle est tellement associée à ces grands espaces, son Manitoba à elle, que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a toujours comme ça une envie d'avoir Gabrielle Roy avec soi. Et ben, quand je viens en Suisse, c'est mon vieux Robert Walser. Et Walser, vous savez, c'est quelqu'un qu'on continue encore de découvrir, et c'est une maison suisse qui s'appelle Zoé. Elle a son stand là de l'autre côté, un des plus gros stands évidemment de l'édition suisse romande ici, et tous ces livres sont traduits par quelqu'un que j'ai appris à connaître et estimer, qui s'appelle Marion Graff. Il y a une très belle postface aussi de Peter Hoots. Je me sens en affinité. Qu'est-ce qui se passe? Walser, on connaissait ses romans, bien sûr, Institut Beniamenta, etc. On connaît le destin triste, l'hôpital psychiatrique, et puis ce type qui s'en va mourir tout seul dans la neige, cette photo atroce de ce type retrouvé comme ça, allongé dans le froid. Et ce qu'on découvre, c'est quoi? C'est ces microgrammes, ces espèces de feuilles chargées comme ça, de trucs microscopiques au crayon, et une quantité infinie de textes. Justement, c'est pas des nouvelles, c'est de l'écriture, c'est du récit, mais le bref, ça n'a pas attendu le web, la publication sérielle, ça n'a pas attendu comme ça non plus le numérique. Avant 1913, à Berlin, Walser, dans une période, écrit chaque jour un texte qui y est publié, comme ça dans le journal, comme Maupassant avant lui. Et cet incrément de publication quotidienne est génial, parce que comment vous faites un récit complet? Comment vous faites une ouverture de récit? Comment vous faites un récit qui ouvre, même s'il ne se continue pas? Et qu'est-ce que vous racontez? Et en même temps, qu'est-ce que vous interrogez? Dans ce journal de Berlin, par exemple, il y a un texte pour moi que je vénère au plus haut, c'est la première fois qu'il écoute un appareil de radio en 1909, si je ne me trompe pas, et que c'est un quatuor de Beethoven qui est joué à Prague et qu'on entend comme ça en direct à distance. C'est 1 page et demie de Walser, c'est extraordinaire. C'est tous ces volumes. Walser, ce qui est étonnant aussi, c'est que d'une part, elles sont rassemblées en recueil avec sa volonté, promenade, petite prose, tout ça, mais qu'il se
l'approprie, en particulier à son retour à Bienne, en Suisse, en 1919, comme sa forme même d'expression. C'est-à-dire qu'il compose un livre qui s'appelle Vie de poète, il en parle, il dit ça va faire un très joli petit carnet, c'est très bref, ça fait 60 pages manuscrites, mais au format comme ça de ces petits carnets, ça va faire un livre de 200 pages, et à l'intérieur, il y a 25 histoires, c'est-à-dire que cette forme majeure d'écriture par récit fractionné, même s'il n'a plus l'incrément comme ça de la publication quotidienne et sans retour dans le journal, il l'utilise comme une forme délibérée. Et Vie de poète, pour moi, c'est un des plus sensibles là-dessus. Et il y en a du même auteur de Walser. C'est un chantier qui est encore ouvert. J'ai vu Marion Graff il y a un an à Soleure, la sur le tourne. Et j'ai dit, mais t'en as encore ben oui, elle en a encore. Je ne me rappelle plus ce qu'elle m'a dit, mais il y a de quoi faire. Histoire d'images, Zélande. Le territoire du crayon, là, l'énorme recueil à partir des microgrammes. Nouvelles du jour, prose brève, c'était ça, les trucs de Berlin. Évidemment, les enfants tanneurs, petits textes poétiques et d'autres. Vie de poète, ce qui est... Regardez, premier texte, vous avez un peu, le mien, il a pris de la flotte ou je sais pas quoi, 2 pages, 3 pages et demie. On continue. Ça s'appelle Petite mésaventure sur la route. 2 pages, 3 pages. Ouais, tiens, je vais aller m'en racheter un chez Zoé parce que... Lettre d'un peintre à un poète. 1, 2, 3, 4 pages. On a plus. Widman, je laisse tomber tout ça, je passe. Les artistes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Il est long celui-là. Continuons. Je prends un petit peu au hasard l'Indienne. Le compagnon, j'aime beaucoup celui-là aussi. 2, 4. La lettre. 2 pages, c'est tout. 1 page et demie. Vie estivale, 3 pages. Le presbytère, Marie, etc., etc. Qu'est-ce que ça raconte? Ce qui est fascinant aussi dans ce bouquin, c'est que, tiens, je vous lis des débuts. Voyage à pied. Il y a bien des années, cela me passe par la tête, j'ai entrepris, c'était l'été, mon premier voyage à pied. Je me souviens que je vis toutes sortes de choses curieuses, magnifiques, pour tout équipage. J'avais un vêtement clair et bon marché sur le corps, un chapeau bleu foncé sur la tête, un baluchon à la main, presque du Rimbaud. Petite mésaventure sur la route. À une autre époque et quelque autre occasion, un hiver, je rendis visite à pied, bien entendu, à mon frère qui séjournait alors dans une petite bourgade campagnarde où il était chargé de décorer à fresque une salle de bal. Et hop, voilà, ça y est, l'abîme est creusé. Lettre d'un peintre à un poète, je laisse Widman, ainsi qu'il m'en souvient. Un beau matin du mois de mars, je quittais Thun, où j'étais en place pour me rendre à Berne, chez Widman. À 20 ans, on est encore assez folâtre. C'est ainsi que j'étais affublé d'un costume de mi-été jaune paille débraillé, de légers souliers de danse et d'un chapeau délibérément hideux, hardi et stupide. Et je n'avais sûrement pas sur moi l'ombre d'un col convenable. La journée était froide, sauvage. Le ciel était couvert de nuages menaçants, etc. Ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque nouvelle, il y a comme ça l'installation dans un lieu, une chambre de passage, l'arrivée dans une ville. Des choses que fera aussi Kafka, enfin, du moins c'est encore pire, qu'il fait exactement à la même époque. Et Kafka connaissait Walser, le contraire n'était pas vrai. Des fois, c'est un style indirect. Le compagnon. Il était une fois un garçon qui voyageait à pied et qui arriva devant un ravissant petit château de chasse niché dans la claire et douce verdure du printemps. C'est comme ça la phrase, une espèce de légèreté. On se dit qu'est-ce que c'est ça? C'est romantique, c'est d'un temps bien ancien, c'est écrit sage, ouais, mais précisément c'est cette sagesse qui est comme l'eau d'un lac, de ces lacs de Suisse ou du lac de Genève que j'aurais même pas vu ce séjour. Ça vous aspire et dedans il y a les algues et c'est fini. Bon, pourquoi je dis ça? Le presbytère, au cours d'un voyage à pied, j'arrivais vers le soir dans un village entouré de collines. Je me présentais devant le presbytère, je sonnais, un chien vigilant fit un terrible vacarme. Bientôt, tiens,
Marie, je fus invité à loger dans une petite chambre qui avait dû servir autrefois d'atelier d'horloger. Puis j'affirmai que ce logement était tout à fait ravissant, qu'il se présentait comme la grâce, le confort et l'agrément, fait chambre, etc. Et en même temps, derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on explore? On explore l'écriture, on explore la lecture, on explore la figure de l'artiste. Et qui c'est l'artiste? Eh ben, c'est celui qui marche, c'est celui qui expérimente le monde comme ça, en son contact même et dans son dénuement même, qui va à la rencontre du monde. Le dernier s'appelle Hölderlin, c'est un des textes les plus célèbres de... Non, c'est l'avant-dernier, pardon. Le dernier s'appelle justement Vie de poète. Sur la base des enquêtes que nous avons cru devoir entreprendre, nous pouvons dire que ce poète avait reçu une instruction relativement lacunaire, c'est-à-dire sommaire, et de ce fait, nous nous sentons autorisés à poser des questions comme celle-ci. Où puisait-il le minimum de culture indispensable, selon nous, à un poète? Voici la réponse. Il existe en ce bas monde des salles de lecture remplies de choses à lire. Pour certains, ces cabinets de lecture sont même disposés dans la verdure, en sorte que le lecteur assidu, s'il s'assied devant la fenêtre ouverte, s'en met en plus, ce dont il loue Dieu plein les yeux et les oreilles. Et puis n'avons-nous pas, si vous le voulez bien, des bibliothèques municipales ouvertes pour leur bien à tous les jeunes gens honnêtes? De bonne heure déjà, le poète que nous avons en vue semble avoir démontré avec virulence et manifesté avec gentillesse une certaine soif de culture, ce qui est bien entendu tout à fait méritoire. Je vous laisse découvrir la suite. Je vais vous en lire là un en entier et il y aura la transcription du texte dans mon site. Elle y est déjà, mais il n'y avait pas la lecture. Fascinant. Pourquoi? Parce que cette figure de l'auteur, la fin ouverte, vous allez voir, c'est très court, 2 pages et demie, on en a pour 5 minutes ensemble, et je vous fous la paix. Puis 3, cette relation à l'objet humble. Francis Ponge est déjà adolescent et lit son dictionnaire pas très loin, mais il ne peut pas avoir connaissance de ça. Et puis aussi cette figure, ce statut de l'auteur, cette figure presque économique de l'auteur et son rôle dans le monde. On y va. Pièce en chambre. Je connais un écrivain qui, après s'être vainement évertué pendant plusieurs semaines à trouver un sujet convenable, finit par avoir la plaisante idée d'entreprendre un voyage exploratoire sous son lit. Le résultat de cette expédition téméraire et périlleuse fut cependant, ainsi que n'importe qui eût pu le lui prédire en le lui voyant faire, égal à 0. Désappointé et découragé, notre aventurier dut se relever du parquet sur lequel il s'était jeté, non sans le regret assez cuisant de n'avoir déniché aucun sujet de texte intéressant et digne de ce nom. Que faire à présent? Comment diable assurer mon maigre et frugal pain quotidien? Se demandait-il, dévoré d'inquiétude et d'appréhension. Et comme il se creusait ainsi la tête pour trouver une issue aux ténèbres mentales qui l'environnaient, il découvrit soudain, juste sous son nez, un spectacle si singulier que de sa vie il n'eût osé rêver pareille aubaine. En effet, sur la cloison, qui était grise, noire et tachée de moisie, pointait un vieux clou rouillé auquel était suspendu un parapluie. « Que vois-je » s'écria d'une voix sonore et joyeuse l'écrivain tout réjoui. « Mais c'est incroyable! Par l'immortalité de mon âme, j'ai déniché le thème le plus beau, le plus profond. » Sans réfléchir une seule minute, ni prendre le temps de fourrager consciencieusement dans ses cheveux, ainsi qu'il aimait tant à le faire, avant de se mettre au travail, il alla droit à sa table à écrire, s'assit, prit la plume, et plein d'ardeur, griffonna à la hâte les lignes suivantes. « J'ai vu une chose inouïe, une chose à sa manière magnifique. Je n'ai pas eu à chercher loin, la pièce se jouait tout près. J'étais dans ma chambre, plongé dans mes pensées. Tout à coup, j'ai aperçu quelque chose de las de vivre, qui était accroché à quelque chose de rassasié de jour. C'était un vieux clou fatigué, déjà presque à moitié tombé de son trou qui ne le retenait pas bien, et à ce clou pendait un vieux parapluie, usé presque aussi vieux.
de voir une vieillerie minable cramponnée à une autre vieillerie minable, de voir et d'observer une caducité accrochée à l'autre caducité, tels deux mendiants qui, prêts à mourir d'une minute à l'autre, s'étreignent dans un désert glacé et sans espoir afin de tomber étroitement enlacés. Pensée par la traductrice Marion Graff. De voir comment un faible, dans sa faiblesse, soutenait un autre faible avant de s'effondrer lui-même dans un épuisement total, de voir ce malheureux dans son pitoyable malheur offrir encore à l'autre malheureux son soutien dérisoire, ne fût-ce que jusqu'à son propre et complet effondrement. Voilà ce qui m'a profondément ému et bouleversé, virgule, et je n'ai pas voulu tarder à le noter ici. Fermez les guillemets. L'écrivain s'arrêta. Pendant qu'il écrivait, sa main s'était raidie de froid, car il n'avait pas de quoi chauffer sa chambre. Dehors, un vent glacé de décembre balayait les rues de la capitale. Notre écrivain considéra longuement, mécaniquement, ce qu'il venait d'écrire, appuya sa tête sur sa main et soupira. Voilà, ça s'arrête comme ça. Repensez à cet adverbe mécaniquement. Robert Walser, Vie de poète. Petit hommage, c'était ma vidéo du jour.